Tentative d'assassinat multiple, enlèvement et séquestration, voici les accusations dont devra répondre Abdelhakim Dekar, arrêté hier soir à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Ce soir, l'homme invoquerait le droit au silence face aux faits reprochés. Benoît Mousset. Après un court séjour à l'Hôtel Dieu, Abdelhakim Dekar a été transféré en fin d'après-midi dans les locaux de la brigade criminelle. Mis en examen pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Interpellé dans un état semi-conscient après une prise de médicaments, l'homme peut désormais être interrogé. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre ses motivations après la découverte d'une lettre plutôt farfelue. Le tireur présumé évoque de manière plutôt confuse un complot fasciste. Il accuse, je cite, entre guillemets, je cite, les médias de participer à la manipulation des masses, les journalistes étant payés, je cite toujours, pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère. Je ferme les guillemets. Il stigmatise ensuite tour à tour le capitalisme, la gestion des banlieues, qui s'apparente pour lui, je cite, à une entreprise de déshumanisation portant sur des populations dont le grand capital ne veut pas. L'appartement occupé depuis plusieurs mois par Abdelhakim Dekar à Courbevoie a également été fouillé par la police. Mais toujours aucune trace du fusil à pompe dont il s'est servi pour commettre ses agressions. Rien en tout cas n'a jamais alerté certains voisins qui n'ont pas fait de lien entre lui et le tireur parisien. La dernière fois que je l'ai vu, il montait l'escalier, je crois, derrière moi. Quand il est arrivé sur le palier, je lui ai dit bonjour, je l'ai vu rentrer. Et c'est tout, il était un petit peu pressé, il avait un sac, effectivement, je crois, un peu style l'homme qui fait du sport et qui rentre, quoi, c'est tout. La traque d'Abdelhakim Dekar a pris fin hier soir dans une voiture garée dans ce parking public de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le témoignage de l'homme qui l'hébergeait a été déterminant pour remonter sa piste. Une interpellation rapide à laquelle a assisté ce gardien. Là, ici, place 60. Donc, Clio grise, et ils ont sorti le blessé. Et puis très vite, les pompiers sont arrivés au bout de 10 minutes après. Les résultats des analyses ADN confirmeront très vite l'information. Abdelhakim Dekar est bien le tireur parisien, un homme dont la police et la justice étaient loin d'ignorer le passé. Et justement, à propos de passé, Dekar, vous l'avez compris, n'est pas un inconnu des services de police et de justice. Le tireur présumé avait été condamné à 4 ans de prison en 1998 pour son implication dans l'équipée sanglante de Florence Ray et Audrey Maupin, qui s'était achevée tragiquement en octobre 1994. Frédéric Maillard. Voici le même homme une vingtaine d'années plus tôt. Abdelhakim Dekar, 48 ans aujourd'hui, 29 ans en 1994, l'année de la nuit sanglante. C'est lui qui a fourni l'arme à Florence Ray, 19 ans, et à son compagnon Audrey Maupin. Le 4 octobre 1994, le couple meurtrier attaque 2 policiers à la préfourrière de Pantin pour leur voler leurs armes. Ils prennent un taxi en otage, se rendent place de la Nation. Le chauffeur provoque volontairement un accident avec une voiture de police. Une fusillade s'ensuit. 2 policiers, le chauffeur de taxi, sont tués. Nouvelle prise d'otage d'un automobiliste cette fois. Nouveau coup de feu. Un 3e policier est abattu. C'est alors qu'Audrey Maupin est tuée. 1998, procès d'assises. Dans le box des accusés, aux côtés de Florence Ray, se trouve Abdelhakim Dekar. Elle se laissera filmer, lui refuse. Le jury ne le reconnaîtra coupable que d'association de malfaiteurs pour avoir acheté un fusil à pompe. Une arme enregistrée à son nom avec sa carte d'identité au rayon chasse de ce grand magasin parisien. L'expertise psychiatrique évoque ses tendances paranoïaques. Son avocate se souvient de son portrait dressé par les experts. Un type intelligent, caché, méfiant, qui a, je le dis à tout le monde, une part d'ombre. Quelqu'un de difficile pour un avocat, quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Et je lui répondais, moi non plus, je ne vous fais pas confiance, vous me dissimulez des choses. Abdelhakim Dekar a toujours nié être le 3e homme de la tuerie. À l'époque, il revendique avoir infiltré leurs cellules dans ce squat pour les services secrets algériens. 1998, il est condamné à 4 ans de prison, puis disparaît jusqu'à ce vendredi, il y a une semaine, l'arme à la main.
Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur l'affaire Descartes avec nos invités, avec notamment l'avocat général du procès de Florence Ray en 98. Evelyne Le Sieur nous expliquera pourquoi, à l'époque, elle avait requis 10 ans de prison à l'encontre d'Abdelhakim Descartes. Nous serons aussi en direct de Londres pour essayer de comprendre son parcours ces 15 dernières années. Je vous donne aussi consacré à l'affaire Descartes, celui que l'on surnomme le tireur de Libération. Et il est toujours auditionné ce soir. Sa garde à vue a été prolongée. Nous en avons parlé dans le journal, mais nous allons essayer maintenant d'aller un petit peu plus loin, d'éclaircir certaines zones d'ombre qui concernent son profil, son parcours, ses motivations, même si tout ça est assez confus. Encore, pour en parler, je reçois Frédéric Couder. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, vous avez notamment écrit ce livre, Bac +2 + crime, l'affaire Florence Ray aux éditions Raymond Castel, une affaire qui ressurgit donc 15 ans après. Une affaire Ray Maupin que vous connaissez bien, Evelyne Le Sieur, bonsoir. Bonsoir. Puisque vous étiez à l'époque l'avocat général lors du procès en assises. Vous aviez d'ailleurs requis 10 ans de prison à l'encontre d'Abdelhakim Descartes. Vous allez nous dire pourquoi. Stéphane Bourgoin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des affaires criminelles. Première question, Stéphane Bourgoin, pour vous, est-ce que Descartes voulait vraiment tuer ou simplement menacer et faire parler de lui? On l'a senti quand même assez maladroit sur toutes ces images de vidéosurveillance. Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'il paraît déterminé, mais en même temps, il a une attitude un peu amateur. C'est pas du tout le profil très très méticuleux ou organisé d'un tueur de masse comme Anders Breivik, qui connaît le maniement des armes. Lorsqu'on le voit arriver devant BFM, il sort maladroitement son arme, il tient le sac à la main. On voit que c'est pas un militaire, que c'est pas un expert des armes à feu, que c'est pas un fanatique du tir. Oui, il a même un problème de passage à l'acte, parce que s'il avait voulu, il aurait pu faire un massacre. Même son suicide, là, apparemment, il l'a raté. Moi, j'avais pronostiqué, d'ailleurs, dans un entretien avec Le Parisien lundi matin, que j'ai lu, oui, vous êtes un peu Madame Irma. J'avais indiqué que ce serait quelqu'un qui était un peu déconstruit, qui était plutôt au bout du rouleau que le profil d'un tueur de masse, et qu'il allait probablement se faire arrêter sous 48 heures, et qu'il allait très certainement tenter de se suicider. Parce que en s'attaquant comme ça aux médias, BFM, Libération, en tirant sur une banque, c'est vraiment les symboles de la toute-puissance de la société qui voulait viser. Et ça me laissait penser que c'était quelqu'un d'extrêmement introverti, plutôt au bout du rouleau, sans ressources, sans amis, proches, sans relations sentimentales, et qui voulait marquer le coup. Marquer le coup. Alors, on va voir s'il l'a vraiment marqué ou s'il l'a raté, son coup. Frédéric Couder, je le disais, l'affaire Ray Maupin remonte à une quinzaine d'années. Vous l'aviez beaucoup suivi à l'époque et elle ressurgit brutalement. Ça a été une surprise pour vous de découvrir Descartes 15 ans après? Ah oui, une surprise totale. Et en même temps, après réflexion, puisque depuis hier on en parle beaucoup, il y a quand même une continuité. Moi, très rapidement, on va pas du tout jouer tous au docteur, à Madame Irma, mais c'est vrai que je l'avais identifié, ce troisième homme, pour une raison très simple. C'est que mon travail, je l'ai entrepris une bonne année après le fait divers. Le procès, je savais qu'il allait avoir lieu. Je l'ai fait de façon assez discrète, presque en lonesome cowboy. C'est-à-dire que ma démarche était déjà celle d'un écrivain, et il m'importait de presque flâner, on va dire, autour des témoins et sur les lieux pour essayer de comprendre une vérité de ce qui s'était passé. Donc ça m'a amené à me rencontrer à la fois les familles, les amis, les réseaux politiques, l'université, pour décrire un petit peu tout ça. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui collait pas du tout, parce que les médias nous présentaient une société qui avait été absolument tétanisée par la violence de cet acte, et pour cause. 5 morts, c'est évidemment terrible ce qui s'est passé. 3 policiers, un chauffeur de taxi, voilà. Et Audrey Maupin. Mais si on déconnecte tout d'un coup cette fusillade, qui est un enchaînement de circonstances abominable et sur laquelle plane un grand mystère. Si on revient juste au braquage d'une préfourrière, on est quelque chose qui ressemble plus à du petit banditisme avec un zeste d'idéologie très foireuse. J'utilisais ça, ce mot. Et là, on comprend plus très bien. On comprend plus très bien la traversée du miroir de Florence Ray et d'Audrey Maupin. Et moi, en identifiant du coup ce Toumi, puisque à l'époque tout le monde l'appelait Toumi, je sentais bien qu'à 28 ans, d'autant qu'on j'ai retrouvé des tracts de ce qu'il avait pu écrire, que c'était absolument incohérent et qu'il avait probablement un rôle qui pouvait tenir
auprès de ces deux jeunes gens. Alors, on va poser la question à Evelyne Le Sieur, puisque pour vous aussi, c'est une vieille connaissance, le voir ressurgir du passé. Ça a été une surprise aussi pour vous? Il arrive que le passé ressurgisse. Non, je ne m'y attendais pas. J'étais comme beaucoup. Vous l'aviez reconnu sur les images? Non, je vous le dis franchement, je ne l'ai pas reconnu sur les images, les photos. Qui ont été diffusées partout dans la presse. Mais avant de vous parler de mon expérience aux assises, je voudrais compléter le propos de M. Bourgoin. De M. Bourgoin, que je connais par ailleurs dans une autre affaire. Vous dites qu'il a agi en amateur. Moi, je suis désolée, mais je ne partage pas. Mais en même temps très organisé, oui. Tellement organisé qu'il va quand même tenter d'assassiner un photographe qui se trouve dans les locaux de Libération, qui va tirer 2 coups de feu. Et non, je parlais amateur dans le fait de manier les armes et dans son attitude. J'ai aussi une réflexion à apporter à ce propos, puisque on retrouve, c'est un point pour moi qui coïncide avec l'affaire ancienne, parce que c'est exactement avec un fusil à pompe qu'il a fait l'acquisition à la Samaritaine et qu'il a ensuite donné à Maupin. Il l'a redonné à Maupin. Ça, on le sait. Mais pourtant, à l'époque du procès, son rôle était passé un petit peu au second plan. D'ailleurs, les jurés ne l'avaient condamné, entre guillemets, qu'à 4 années de prison. Vous aviez été beaucoup plus ferme dans votre réquisitoire. Non, mais ce n'est pas tout à fait aussi... Ce n'est pas aussi systématique que cela. Il est indéniable que Descartes a joué un rôle très important dans l'affaire Maupin-Ray. Pourquoi je le dis? Parce que tous les témoins s'accordent à dire qu'il exerçait un ascendant très, très important sur le couple, qui ne les quittait pas d'une semelle. C'était un peu leur mentor? C'était devenu une sorte de curé. Il était là constamment. Il y a un chaperon, un curé, quelqu'un qui vous assiste en permanence, qui distille des propos en permanence, puisque selon lui, le couple Ray-Maupin était inexpérimenté. Ils faisaient donc leur formation. Oui, mais c'était des gamins, ils avaient effectivement 19 et 23 ans. Ils sortaient de l'adolescence, c'était des gamins. C'était 2 gamins par rapport à lui, qui était déjà un adulte. Et donc, voilà, j'ai répondu aux propos de M. Bourgoin, parce que le maniement d'un fusil à pompe n'est pas commun à tout le monde. Je ne sais pas si vous savez manipuler un fusil à pompe. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il aurait pu, avec cet armement, faire un massacre dans tout Paris. Mais figurez-vous qu'il avait déjà fait l'acquisition d'un fusil à pompe. Que du dossier, il résulte que dans le squat, on a trouvé des impacts de tir dans le squat. C'est-à-dire qu'il y a eu un exercice. Avant de passer à l'action, il y a la préparation à l'action. Ce sont les actes préparatoires au passage à l'acte. Alors, je vous propose à présent d'écouter Patricia Toranchot, qui est journaliste à Libération. On parlait de Libération, qui avait suivi cette affaire à l'époque dans les années 90. Elle revient sur le profil et les propos qu'avait tenus à l'époque Abdelhakim Descartes, puisqu'il se disait appartenir au service secret français ou algérien. On va l'écouter dans quelques secondes. Vous y aviez cru on va écouter Patricia Toranchon, on en reparle après. Pas du tout, en tout cas. Commencé à raconter que non, il était infiltré dans ce milieu, mais non, il n'était pas, pas sur le couple Ray-Maupin. Il était agent pour le consulat d'Algérie à Paris. Après, il disait plus ou moins pour la DGSE, plus ou moins pour les RG et tout. Oui, on est dans un... Frédéric Conner, ce passé d'agent secret, il se l'est construit, inventé. Complètement inventé. On est dans une manipulation, un pervers narcissique qui fait effectivement manipuler les jeunes gens. Moi, si vous voulez, le procès, j'y ai assisté du premier au dernier jour dans la salle. Et ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est que naturellement, les familles des victimes étaient là. Donc, il s'agissait d'équilibrer. Mais j'ai aussi un ressenti très, très, très fort sur la présence de Florence Ray dans le box des accusés à ce moment-là. Parce que pendant près de 4 ans, il
il y a une construction principalement médiatique évidemment, mais un peu politique aussi. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, a vraiment, moi de mon point de vue, on a fait vraiment, il fallait qu'elle paye, enfin pour un engagement supposé. Enfin, attendez, je termine. Et moi, en déconstruisant tout ça, je comprenais pas. J'ai bien vu auprès de sa famille qu'un an auparavant, elle était absolument pas politisée, Florence Ray. Et si vous voulez, je pense qu'il a sidéré la France, c'est cette image le matin d'une jeune fille qui pourrait être notre petite sœur ou la voisine. Il y a cette espèce de banalité, de normalité totale qui bascule complètement dans l'horreur. Mais Evelyne Le Sur a une vision moins romanesque. Évidemment, je ne suis pas écrivain. Alors, oui, voilà, on va pas refaire le procès d'époque. Absolument. Mais c'est ce que je ce que dit pensais en disant qu'on ne refaisait pas le procès de Mademoiselle Ray. Qu'il y a un problème actuellement qui s'est passé à Paris et qui concerne Monsieur Descartes, puisque son ADN a été identifié dans la soirée hier soir, et on sait maintenant clairement que c'est lui qui a fait peser une sorte de, d'insécurité dans Paris durant ces derniers jours. Qu'avaient dit les experts psychiatres à l'époque du procès concernant Abdelhakim Descartes? Pardon, les experts n'ont trouvé décelé aucune anomalie mentale en ce qui le concerne, aucun problème psychiatrique ou d'origine psychique qui puisse abolir ou altérer ses facultés mentales. Mais il est mythomane. Oui, mais la mythomanie, c'est un trouble du comportement. C'est pas une maladie mentale. Oui. La mythomanie est un trouble du comportement. Donc même si l'expert y a fait allusion dans son rapport, il n'a pas conclu à une atténuation de responsabilité ou à une irresponsabilité de Monsieur Descartes. Allez, mon analyse, rapidement, et après on va à Londres. Juste pour compléter très rapidement, mon analyse part simplement du fait que tout le monde titrait Tuernay, c'est-à-dire qu'il y avait le fameux film d'Oliver Stone qui était sorti quelques jours auparavant. Et on prétendait, et apparemment ça ne collait pas. Donc là, on avait effectivement maintenant une réponse. Moi, c'était celle que je donnais dans mon bouquin, c'est que effectivement, s'il y a cet immense grain de sable qui s'appelle Descartes et qui effectivement est une sorte de gourou au-dessus d'eux, peut les amener au pire. Mais encore une fois, sur le profil d'Audry comme de Florence Ray les mois précédents, on n'est pas du tout dans le cadre de... On revient à ce qui se passe aujourd'hui. Abdelhakim Descartes qui a donc disparu des écrans radars de la police et de la justice pendant 15 ans. C'est d'ailleurs le travail, j'imagine, des enquêteurs maintenant de retrouver sa trace. Un itinéraire qui l'a donc conduit en Grande-Bretagne. Nous retrouvons en direct de Londres Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Que sait-on exactement du passé londonien d'Abdelhakim Descartes ? Alors Louis, c'est un passé assez mystérieux, mais qui est clair quand même sur certains aspects de la personnalité d'Abdelhakim Descartes. Ce qu'on sait, c'est que très rapidement après son procès en 1998 et sa sortie de prison, il est venu s'installer ici, dans le nord de Londres, dans une petite commune. Ça, on le sait très précisément, puisque nous avons nous-mêmes, cet après-midi, retrouvé son certificat de mariage dans une petite commune, donc au nord de la capitale britannique, daté très exactement du 29 février 2000, avec une jeune étudiante d'origine turque. On sait qu'ensuite, il a travaillé dans la restauration et puis qu'ensuite visiblement il a fait un certain nombre d'allers-retours avec la France, mais qu'il était plutôt principalement basé ici, si j'ose dire, avant de visiblement définitivement quitter la Grande-Bretagne il y a quelques mois. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas qu'Abdelhakim Descartes qui était ici, mais également une bonne partie de sa famille, puisque plusieurs de ses frères et sœurs, c'est une grande famille, les Descartes, sont installés ici en Grande-Bretagne, notamment l'une de ses sœurs. Et puis nous avons donc retrouvé la trace de l'une de ses sœurs qui nous a fait savoir qu'elle n'avait aucun contact depuis des années avec son frère, avec Abdelhakim, qu'elle ne savait même pas qu'il était venu s'installer dans la même ville qu'elle et qu'elle avait même l'air assez énervée. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis l'affaire Maupin-Ray, toute la famille Descartes semblait avoir coupé les ponts avec Abdelhakim, et puis qu'il y a eu un autre événement, nous a-t-elle fait savoir, c'est qu'il y a quelques années, un autre frère de la famille est décédé, évidemment plongeant toute la famille dans le deuil, et Abdelhakim n'a donné absolument aucun signe de vie, n'a absolument pas pleuré son frère avec le reste de la famille, et ça, visiblement, toute la famille lui en voulait encore. Cela montre que Abdelhakim Descartes était visiblement quelqu'un en rupture avec beaucoup de choses, et d'abord en rupture avec sa propre famille. Merci Loïc pour ces dernières informations, ces dernières précisions. Vous voulez réagir à ce que disait Loïc ? Je dirais qu'il paraît évident que même s'il est un mythomane et tout, il est quand même extrêmement bien organisé. Il prend le soin quand même de changer à plusieurs reprises de vêtements.
lorsque son signalement est indiqué et diffusé, notamment aussi ses chaussures vertes, il change de chaussures, et tout ça n'indique pas quelqu'un qui souffre de troubles psychiques. Mais vous qui lisez un petit peu dans les boules de cristal, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant ces 15 années qui l'ont amené jusqu'à ces actions menaçantes et même plus ? Il semble quelqu'un d'extrêmement paranoïaque, qui s'estime victime de la société, qui est probablement, de son point de vue, on ne le reconnaît pas à sa juste valeur, et donc peut-être à bout de ressources aussi, sans amis proches. Tout ça fait qu'il désire prendre sa revanche sur la société, et la société est représentée pour lui par les banques et par les médias qui ne s'intéressent qu'aux tout-puissants et peut-être pas aux vrais gens, entre guillemets, de son point de vue. Evelyne Le Sieur. Pardon, sans entrer dans le processus psychiatrique et parler de paranoïa, parce que seuls les experts psychiatres pourront porter un jugement. Oui, enfin, vous avez quand même une grande expérience de la psychologie des justiciables. Un diagnostic. Moi, je pense simplement, tout simplement, en tout cas, dans l'affaire dont j'étais en charge, je pense simplement qu'il avait besoin de reconnaissance. Parce que dans l'ensemble du squat, ils avaient des copains. Et il était tenu à l'écart par les copains. Et là, je sais pas, il y a eu un phénomène d'osmose avec Maupin, et ils ont décidé de ne plus se quitter, parce que Maupin est tombé sous son ascendant et était dans une phase d'admiration par rapport à Descartes. Oui. Alors, au grand regret d'ailleurs de Florence Ray, si vous voulez, au grand regret, et si vous voulez, ce qui est quand même qui se plaignait du comportement de son et ce qui est copain. très intéressant, c'est quand même une affaire assez unique, parce qu'on est à la fois dans quelque chose d'hyper spectaculaire, traumatisant et émouvant, et en même temps dans quelque chose d'assez pathétique. Et encore une fois, il ne s'en donne pas les moyens. C'est-à-dire que les pieds nickelés qui sont en 1994, on retrouve, si j'ose dire, le même comportement, une vraie continuité avec ce qu'il veut faire. Alors, et c'est valable sur le plan des moyens, mais c'est valable aussi sur leur pseudo-idéologie. C'est-à-dire que moi, je veux même pas qu'on parle... Oui, parce qu'on a parlé de l'extrême gauche. D'extrême gauche. Non, on n'en a pas parlé, ça fait partie du dossier. Oui, ça fait partie du dossier. Il y a eu mais ils sont absolument pas représentatifs, c'est ce que je veux dire. Évidemment. Leurs propos sont complètement immatures, ils piochent à droite, à gauche. Moi, pour m'amuser, je vais vous donner une petite anecdote. Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé dans l'enfance de Florence Ray. J'ai énormément traîné dans le quartier du Val d'Argent, où elle a vécu, on appelait ça la tour des profs. Elle était complètement isolée dans cette cité construite dans les années 70, donc on est sur une thématique de banlieue très intéressante. On n'en parle pas assez, mais vraiment très intéressante. Et à la bibliothèque, je me suis procuré sa fiche de lecture pour savoir ce qu'elle lisait. Elle était étudiante en médecine à l'époque, non, c'est ça? Alors, lui était en philo, elle effectivement lettres et médecine. Enfin, il y a eu un aller-retour, une première année de médecine, mais après une première année de médecine, voilà, effectivement. C'est ça. Et après son bac, elle a été inscrite à une fac pour préparer. Mais si vous voulez, sur le corpus idéologique, puisqu'on a beaucoup insisté là-dessus, ça tenait pas la route. Alors c'est intéressant, ça nous renseigne quand même si effectivement je suis écrivain et la partie romanesque de tout ça m'intéresse, ça nous renseigne aussi un peu sur l'époque et sur l'absurdité de cet engagement. C'est-à-dire qu'on a parlé d'action directe, or on n'y était pas du tout. Il n'y a pas du tout la même détermination, et chez lui aussi on le retrouve aujourd'hui. Alors ça nous renseigne sur la France aussi des années 90. Allez, une dernière question, Evelyne Le Sieur, concernant l'enquête. Est-ce que la police a bien travaillé selon vous? La police a-t-elle eu de la chance? Excellemment. La police a très bien travaillé, parfaitement, a exploité tout ce qui était exploitable dans le dossier, puisque M. Descartes avait décidé de tout nier. Il ne connaissait plus ni Maupin, ni Ray. Il ne connaissait plus. Il continue, parce que Stéphane Bourgoin, là, on l'a dit tout à l'heure, il ne parle pas aux enquêteurs, il est en garde à vue, il est mutique. Ça vous étonne ou pas? Non, ça ne m'étonne pas. Il a toujours eu cette ligne de conduite. Il a toujours eu cette ligne, oui, cette attitude. Mais il s'en est bien tiré, parce que finalement, 4 ans, c'est pas non plus très très cher payé. Non, mais écoutez, moi, je ne vais pas discuter de la peine. Pour moi, le verdict est souverain. Une cour d'assises a décidé 4 ans. Moi, j'ai estimé, voilà, en étudiant particulièrement ce dossier d'une sensibilité extrême, que 10 ans de réclusion. Il aurait peut-être eu besoin de soins aussi? Non, ça n'apparaissait pas. Il était complètement un fabulateur.
et en niant les faits réels et l'évidence, il a construit il a fait une construction disant qu'il était un agent secret à la solde des Algériens et qu'il avait la double nationalité. Et il a raconté des tas d'histoires. Ouais. On va pas refaire ce procès. Mais c'est dans ce sens que sa mythomanie est établie. Et apparemment, elle se poursuit aujourd'hui. Merci à vous trois. Je vais donner la réponse à la question que nous posions à nos téléspectateurs via le site France TV Info. Toute personne condamnée doit-elle figurer au fichier national des empreintes génétiques, puisque donc il a été repéré grâce à ces empreintes génétiques. Oui pour 55,4%, non pour 29% d'entre elles. Merci.